Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces d'une légende de l'aviation et de la Première Guerre mondiale. Le premier grand conflit mondial voit l'essor d'une arme nouvelle et fondamentale, l'avion. Les aviateurs se transforment en combattants à part entière, sillonnant avec panache le ciel, rougi par les flammes et noirci par la fumée des bombes. Manfred von Richthofen devient le héros incontesté de cette seconde phase de la guerre aérienne. L'as des as, ces chevaliers du ciel s'illustrent avec plus de 80 victoires, le plus beau palmarès de toute la Première Guerre mondiale. Fauché en plein vol à 25 ans, Manfred von Richthofen s'écrase dans la Somme le 21 avril 1918. Le Baron Rouge devient alors un mythe. Voulant en savoir plus sur Manfred von Richthofen, venez avec moi. La famille von Richthofen joue très tôt un rôle très important en politique et en diplomatie, ce qui lui vaut son adoblissement par le roi de Prusse Frédéric II en 1741. Manfred von Richthofen descend du maréchal prussien Léopold von Anhalt-Dessau et du général et conseiller de guerre privé Johann Philipp von Bust. Il a reçu son prénom d'après son grand-oncle, le général et adjudant d'aile de Sa Majesté Manfred von Richthofen, 1855-1939. Le père de Manfred, le major Albrecht baron von Richthofen, est le premier représentant de la famille à embrasser une carrière militaire. La carrière de cet officier de cavalerie se brise de façon brutale à la suite d'un terrible accident, sauvant la vie d'un camarade tombé dans l'eau glacée du fleuve Oder, qui serpente toute la Silésie. Il fait preuve d'un grand courage, mais perd l'audition d'une oreille. Cet handicap lui ferme pour toujours les portes de l'armée. Frustré dans ses ambitions, Albrecht reporte ses désirs insoumis sur ses trois fils, surtout l'aîné, Manfred. Manfred von Richthofen a 9 ans quand la famille s'installe à proximité de la seconde ville de Silésie. Ce village à l'allure médiévale qui s'épanouit entre les lacs et forêts devient le cadre de vie idéal pour offrir l'immensité de la nature comme terrain de jeu. Le petit Manfred von Richthofen, aîné des 3 frères, est l'objet de toutes les attentions. Sa mère le cajole et le pouponne plus que de raison. Veillant à ses vêtements, elle l'habillait de costume blanc, peignant avec soin ses bouclettes blondes, le choyait comme s'il eût été une fille. Jamais elle ne songea pour lui à une carrière de soldat. Pourtant Richthofen n'a rien d'une poupée docile. De nature indépendante, petit aventurier en herbe, il se transforme rapidement en véritable casse-cou. Il aime le cheval, la chasse et les longues expéditions à travers les forêts, escaladant rochers et falaises avec émerveillement. Albrecht, qui n'a jamais digéré sa mise à la retraite prématurée, nourrit de grands desseins pour ses fils. À l'âge de 10 ans, Manfred von Richthofen doit dire adieu à la liberté et rejoindre l'école des cadets en Silésie, étape que son père juge nécessaire pour apprendre le commandement des hommes. Esprit rebelle, le jeune Manfred donne rapidement du fil à retordre à ses éducateurs. Ses professeurs ne le notent pas comme un cancre, mais comme un mauvais sujet à l'esprit frondeur dans un corps à la trempe d'acier. Néanmoins excellent gymnaste et athlète de haut niveau, il fait preuve d'endurance et démontre des aptitudes physiques bien au-dessus de la moyenne. À cheval, il veut toujours montrer les alésans, les moins dociles, les plus fougueux, multipliant les chutes devant les ducs, comtes, généraux, vitrines de tout ce que la Silésie compte de glorieux personnages. Ce courage et cette détermination, teintée de témérité, lui valent l'estime de ses supérieurs. Une force que Manfred von Richthofen cultive et entretient chez les cadets pendant 6 longues années avant de passer 2 ans à l'Académie militaire prussienne de Berlin. Il en sort avec son brevet d'officier de cavalerie en 1911. L'étincelle qui va allumer la poudrière européenne en crise et prête à exploser depuis plusieurs années survient à Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine, une possession de l'Empire d'Autriche le 28 juin 1914 avec l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand de Habsbourg, héritier de la couronne austro-hongroise et de sa femme, l'archiduchesse. L'empereur d'Autriche, François-Joseph de Habsbourg, se dispose à donner une leçon à la Serbie en lui lançant un ultimatum. La Russie du tsar Nicolas II apporte son soutien à cette dernière, par solidarité slave.
La France se sent obligée d'apporter son soutien à son allié russe. L'empire allemand du Kaiser Guillaume II, de son côté, se doit de soutenir l'Autriche. C'est ainsi que l'équilibre européen va être victime de ces systèmes d'alliance. Les stratèges allemands craignent par-dessus tout d'être pris en tenaille par la France et la Russie. Ils ne voient l'espoir du salut que dans une attaque immédiate de la France, qui mettrait celle-ci hors de combat avant que la Russie ait le temps de mobiliser ses troupes. Sous la pression de ses généraux, qui craignent d'être pris de court, le tsar mobilise dès le 29 juillet. Le 1er août, l'empereur d'Allemagne riposte en lui déclarant la guerre et en mobilisant ses propres troupes. La France mobilise à son tour dans les minutes qui suivent. Le 3 août, l'Allemagne lui déclare la guerre et pour hâter les choses, envahit la Belgique. Dès le lendemain, les Anglais qui avaient garanti la neutralité de la Belgique déclarent à leur tour la guerre à l'Allemagne. En quelques jours, 6 millions d'hommes se retrouvent ainsi sous les drapeaux. Chacun se résigne à un conflit que l'on espère court. Effet exceptionnel, on compte très peu de désertions dans tous les camps. À la fin de l'année 1912, Manfred von Richthofen intègre la cavalerie prussienne dans le premier régiment des Uhlans d'Alexandre III, baptisé ainsi en l'honneur du tsar. Ce régiment se trouve basé en Allemagne orientale au moment de la déclaration de guerre en 1914. Manfred von Richthofen est détaché auprès de l'infanterie pénétrant sur le territoire russe, mais son régiment est rapidement appelé en renfort sur le front français. Nous sommes alors encore dans une guerre de mouvement et les deux camps font quotidiennement des raids de reconnaissance. Mais la stratégie change très vite. Dans le contexte des guerres de tranchées, la cavalerie n'a presque plus aucune utilité. Elle est sans cesse dans l'attente, une attente interminable, entrecoupée de missions insignifiantes. Pour tuer l'ennui, Manfred von Richthofen joue aux cartes, passe du bon temps avec ses camarades. L'horreur des combats commence réellement à Verdun, dans un tourbillon de bombes et de terreur. Cependant, il ne participe pas au combat, il est relégué à l'intendance. Il trouve évidemment cette existence indigne d'un soldat. Il écrit alors à son supérieur, « Chère Excellence, je ne suis pas allé à la guerre pour rassembler des œufs et du fromage. » À la fin du mois d'août de mai 1915, il est muté dans l'aviation. Il sert d'abord comme observateur dans le ciel de Russie, puis de Belgique avec l'escadrille. Avec le lieutenant Georges Zömer comme pilote, Manfred von Richthofen livre son premier combat aérien le 1er septembre 1915. C'est un match nul. Vexé, il quitte la côte belge pour le front de la Champagne, où la bataille fait rage, et rencontre au wagon-restaurant son héros, le lieutenant Oswald Boelck, qui a déjà abattu 4 avions. En septembre, lors de son second combat, toujours en tant que mitrailleur, il abat un Fairman, mais celui-ci s'écrase derrière les lignes alliées. Et cette première victoire ne sera pas comptée à Richthofen. Son mentor, Georges Zömer, lui conseille alors de voler de ses propres ailes. Sa première tentative est un échec. Il s'écrase à l'atterrissage. Après un stage et d'autres examens, il est enfin autorisé à voler seul. La carrière de l'As des As de 14-18 peut enfin commencer. Le 24 avril 1916, Manfred von Richthofen aborde un Albatros D2 biplace équipé d'une mitrailleuse fixe entre les plans de sa machine et à l'écart de l'hélice, mais hors de combat à Nieuport français, près de Verdun. Cette victoire ne lui sera pas non plus attribuée. Son désir de voler en monoplace est enfin réalisé au mois de mai lorsqu'il reçoit un Fokker EI. Mais on le renvoie aussitôt bombarder les Russes, qui préparent une grande offensive. Son unité déverse des obus sur des gares bourrées de matériel et de troupes, sur des voies ferrées et des routes sillonnées de convois, sur des ponts et des dépôts de munitions. Le jeune aristocrate de Silésie et ses camarades causent à l'adversaire des dégâts considérables et de lourdes pertes. Le 1er septembre, Oswald Boelck l'invite à rejoindre son escadrille, la Yasta II, qui opère dans le ciel de Verdun. Le 17 du même mois, il décroche enfin son premier succès confirmé. En descendant un bombardier, le pilote anglais réussira à poser l'avion en catastrophe, mais décédera de ses blessures peu de temps après. Les aigles volent et tombent. Le 28 octobre 1916, l'appareil d'Oswald Boelck est percuté en plein ciel par un de ses propres pilotes et perd la vie alors qu'il comptait 40 victoires.
De son côté, Manfred von Richthofen continue sa fulgurante ascension. Le 11 novembre, il reçoit la croix de chevalier de l'ordre royal de la maison des Hohenzollern avec épée. En janvier 1917, les combats se multiplient à sa 16e victoire. Il est à la tête de toutes les aviations de chasse encore en vie et reçoit l'ordre pour le mérite. Après avoir obtenu sa dernière victoire avec la Jasta II le 4 janvier, l'aîné des Richthofen reçoit le commandement de l'escadrille numéro 11, qui est stationnée à Douai. C'est aussi à ce moment-là qu'il décide de faire peindre son avion en rouge. À partir de ce moment, rejoindre la célèbre escadrille du Baron Rouge allait devenir le rêve et un honneur pour tous les pilotes. Il laisse une courte période d'adaptation à ces nouveaux pilotes, pendant laquelle il les jauge. Les tirs au flanc et les fanfarons ne faisaient pas long feu dans son escadrille. Manfred von Richthofen était en effet allergique aux cascadeurs, car en situation de combat, l'efficacité prime sur la fantaisie en vol. Nous avons besoin de pilotes audacieux, pas d'acrobates. Un jour qu'il vole seul, il pique sur un Vickers qui photographiait les lignes allemandes. Son attaque est si foudroyante que ses occupants n'ont le temps de réagir. Les deux hommes parviendront néanmoins à se poser avant l'explosion de leur machine. Manfred von Richthofen avait suivi la chute des Anglais, mais à 500 mètres, son moteur le lâche brutalement. Il ne peut atterrir que dans des barbelés à proximité de ses victimes. Dans un no man's land, après une brève discussion avec les Anglais venus à sa rencontre, Manfred von Richthofen les autorise à rentrer à leur base. Ce fair play va naturellement le rendre sympathique aux Anglais. Une carrière d'as n'est pas faite que de succès. Sa 18e victoire lui coûte son aile. Il est obligé d'effectuer un atterrissage forcé à la mi-mars aux environs de Lens. Il est à nouveau contraint de se poser en catastrophe. Il sortira encore indemne de cette aventure, mais refusera de continuer à voler sur un albatros. Anthony Fokker dessine alors spécialement pour lui le fameux Fokker triplant, une arme redoutable qui sème la terreur durant le mois d'avril 1917. À 25 ans, il compte plus de 50 victoires. Pour la chasse alliée, l'objectif est désormais d'abattre Manfred von Richthofen, rebaptisé le Diable Rouge. Toutes les escadrilles anglaises et américaines se mettent à traquer le fameux triplan du Baron Rouge. Manfred von Richthofen est devenu le symbole national du courage, de l'initiative, du désintéressement et de la chevalerie. Noble dans ses actes et ses motivations, après sa 48e victoire, il est reçu par le Kaiser. Mais avant de s'exécuter, il prend son avion et décroche 4 nouveaux succès le 29 avril. En mai, le roi de Bulgarie, Ferdinand Ier, lui décerne la croix de la vaillance. Au mois de juin 1917, il commande à présent 4 escadrilles stationnées en Belgique. Le 6 juillet 1917, entre Ypres et Armentières, le Baron Rouge est abattu par le capitaine Douglas Cunnell et le sous-lieutenant Albert Woodbridge. Il est surtout grièvement touché à la tête et va même se retrouver momentanément paralysé. Heureusement, alors que son avion était en chute libre et se rapprochait dangereusement du sol, il retrouve l'usage de ses membres avant de remettre sa machine en vol horizontal et de se poser dans ses lignes. Il est immédiatement transporté à l'hôpital de Courtrai. Sa blessure fait 10 cm de longueur, et si le crâne n'est pas percé, l'as des as souffrira cependant de bourdonnements désagréables jusqu'à la fin de sa vie. En 1918, l'Allemagne veut garder son héros intact. Le Kaiser le réclame pour instruire les jeunes pilotes. Manfred von Richthofen refuse. Le 20 avril, il abat ses 79e et 80e adversaires. Le lendemain, un dimanche, il repart vers midi moins le quart, à la tête de 2 escadrilles. Il fait gris et froid. Son unité attaque 6 Anglais près d'Amiens. Avec sa fougue habituelle, Manfred von Richthofen plonge sur son adversaire, Wilfried May, qui pique aussitôt du nez. Mais ce n'est qu'une feinte. Le novice Wolfram suit son célèbre cousin, mais Manfred von Richthofen, qui ne souhaite pas que celui-ci s'expose à une éventuelle riposte de la DCA, lui fait signe d'abandonner la poursuite et continue seul la chasse.
Le Canadien Roy Brown, qui a assisté en retrait à toute la scène, attend le départ de Wolfram avant de prendre le triple en chasse. Entre-temps, au moment où il remporte sa 81e victoire, Manfred von Richthofen est lui-même touché par plusieurs balles. C'est la fin pour l'As des As. Des délégations d'aviateurs de tous les pays vont participer aux obsèques. Les pilotes, qui a si souvent abattu, portent en respect Manfred von Richthofen à sa dernière demeure au cimetière de Bergland, sous une salve d'honneur. Comme on l'a vu, au moment où éclate la Première Guerre mondiale, Manfred von Richthofen participe à quelques opérations de reconnaissance avant d'être envoyé en 1915 à Verdun, où il constate que la cavalerie n'est plus adaptée à la guerre des tranchées, ni à l'immobilité du front. En mal d'action, il demande au printemps suivant sa mutation dans la toute nouvelle armée de l'air impériale pour devenir une légende. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.